Ils ont laissé mon fils mourir pour payer un mariage de luxe à 250 000 euros. Vous avez bien entendu. Mon propre sang, mes propres parents, ont choisi des centres de table en cristal et du champagne millésimé plutôt que la vie de leur petit-fils de 7 ans. 4 ans plus tard, ruinés, humiliés et au bord de la prison, ils sont venus frapper à ma porte pour me demander de l'aide. Ils pensaient que le temps avait effacé leurs crimes. Ils pensaient que j'étais toujours la fille docile qui acceptait les miettes. Ils se trompaient. Ma réponse les a anéantis, et aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai orchestré ma vengeance, non pas avec des cris, mais avec un silence glacé et un chèque qu'ils n'oublieront jamais. Mais avant de plonger dans cette histoire qui, je l'espère, servira d'avertissement sur la toxicité familiale, j'aimerais savoir qui est avec moi aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. J'adore lire vos messages, cela me fait sentir moins seule face à ces souvenirs douloureux. Tout a commencé par un trajet en voiture que je ne souhaite à personne. Il pleuvait des cordes ce matin-là sur l'autoroute reliant Toulouse à Bordeaux. Mes essuie-glaces grinçaient, peinant à évacuer l'eau, comme s'il pleurait avec moi. Je conduisais une vieille Peugeot qui sentait le renfermé et l'angoisse, le dossier médical de mon fils, Malo, posé sur le siège passager comme une bombe à retardement. Malo, mon petit garçon de 7 ans, mon univers tout entier, se battait contre une maladie génétique rare. Les médecins de l'hôpital Purpan à Toulouse avaient été formels, les traitements conventionnels ne fonctionnaient plus. Son corps s'épuisait. Il ne restait qu'une seule option, une lueur d'espoir fragile, un protocole expérimental de thérapie génique disponible uniquement dans une clinique spécialisée à Zurich, en Suisse. Le coût ? 85 000 euros. Non remboursé par la sécurité sociale, non couvert par ma mutuelle. Pour une mère célibataire travaillant comme restauratrice d'objets d'art indépendante, c'était une somme astronomique. Mais pour mes parents ? C'était une toute autre histoire. Je suis arrivée devant la grille en fer forgé du manoir familial, situé dans le quartier des Chartrons à Bordeaux. La maison imposante se dressait fièrement, indifférente à la tempête. C'était la maison où j'avais grandi, ou plutôt, où j'avais appris à me faire toute petite pour ne pas déranger. Mon père, Rodolphe, était un notaire influent, un homme qui respirait l'autorité et l'argent ancien. Ma mère, Bérénice, était une femme du monde, dont la principale préoccupation était l'apparence et le statut social. En garant ma voiture cabossée à côté de la berline allemande rutilante de mon père, j'ai senti mon estomac se nouer. L'odeur de la cire encaustiquée et des lys frais m'a assailli dès que la gouvernante a ouvert la lourde porte en chêne. C'était un parfum qui criait la richesse, la stabilité, tout ce que je n'avais pas. Il m'attendait dans le grand salon. Rodolphe était assis dans son fauteuil Voltaire en cuir, lisant Le Figaro, tandis que Bérénice arrangeait un bouquet de pivoine importé. « Lisons » a dit mon père sans lever les yeux de son journal. « Tu es en retard. Tu sais que je déteste ça. » « Désolé, papa. »« La pluie ?» ai-je murmuré, serrant le dossier médical contre ma poitrine comme un bouclier. Je me suis assise sur le bord du canapé, n'osant pas m'enfoncer dans les coussins de soie. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à parler. J'ai expliqué la dégradation de l'état de Malo. J'ai parlé de ses poumons qui fatiguaient, de son cœur qui peinait. J'ai posé les devis de la clinique de Zurich sur la table basse en marbre, juste à côté d'une sculpture en bronze. C'est 85 000 euros, ai-je dit, ma voix tremblant à peine. C'est sa seule chance. Les médecins disent que si nous agissons maintenant, il a 80% de chances de rémission complète. Sans ça, il ne passera pas l'hiver. Le silence qui a suivi a été assourdissant. On n'entendait que le tic-tac de l'horloge comtoise ancienne. Mon père a pris le dossier, l'a feuilleté rapidement, comme s'il s'agissait d'un contrat de vente immobilière inintéressant. Il a retiré ses lunettes et m'a regardé droit dans les yeux. « Lisons, tu dois être réaliste », a-t-il commencé, d'un ton professoral que je détestais. Nous n'avons pas ce genre de liquidité qui dorme. Notre argent est investi. Dans l'immobilier, dans des placements bloqués. Tu sais comment fonctionne le patrimoine. Mais papa, ai-je supplié, sentant les larmes monter. Vous avez des comptes courants. Vous avez des économies. C'est pour la vie de Malo. Votre petit-fils. Ma mère est intervenue, sa voix douce mais tranchante comme un rasoir. Chérie, nous comprenons que c'est difficile. Mais nous devons penser à notre retraite. Et puis, est-ce vraiment raisonnable de s'acharner ?
Ce traitement est expérimental. On ne peut pas jeter de l'argent par les fenêtres pour une simple hypothèse. Jeter de l'argent par les fenêtres. Elle parlait de la vie de mon fils comme s'il s'agissait d'un investissement boursier risqué. Je vous rembourserai, ai-je promis, désespéré. Chaque centime. Je travaillerai nuit et jour. Je vendrai tout ce que j'ai. Tu n'as rien, Lison, a coupé mon père sèchement. Tu as fait le choix de ce métier d'artiste bohème au lieu de faire du droit comme je te l'avais conseillé. Tu vis dans un appartement loué. Comment vas-tu nous rembourser 85 000 €? Je suis resté figé. Le mépris dans sa voix était palpable. Pour eux, ma détresse n'était pas une tragédie, c'était la conséquence de mes mauvais choix de vie. Ils me regardaient non pas comme une mère terrifiée, mais comme une enfant irresponsable venue quémander de l'argent de poche. Je ne savais pas encore que ce refus n'était que le début de mon cauchemar. Le pire restait à venir. Je suis reparti de Bordeaux ce jour-là avec le cœur en miettes, conduisant à travers mes larmes, manquant de justesse de sortir de la route à plusieurs reprises. J'ai passé les 2 semaines suivantes à frapper à toutes les portes, banques, associations caritatives, cagnottes en ligne. Mais les banques riaient au nez de mes revenus modestes et les cagnottes stagnaient. Le temps, lui, ne s'arrêtait pas. La respiration de Malo devenait de plus en plus sifflante, chaque inspiration étant une bataille gagnée contre l'inévitable. 2 semaines après mon humiliation dans le salon de mes parents, j'ai reçu une invitation. Dîner de famille impératif. Grande nouvelle à annoncer, disait le message de ma mère. J'ai hésité à y aller. Je voulais rester près de Malo. Mais une petite voix naïve en moi espérait encore. Peut-être avait-il changé d'avis? Peut-être avait-il trouvé un moyen de débloquer des fonds pour sauver leur petit-fils? J'ai confié Malo à une voisine de confiance pour la soirée et je me suis rendue au restaurant choisi par mon père. C'était un établissement 3 étoiles Michelin, le genre d'endroit où les serveurs vous tirent la chaise et où le menu n'affiche pas les prix pour les invités. Daphné, ma sœur cadette, était déjà là, rayonnante. À 26 ans, Daphné était l'enfant doré, la réussite visible de la famille. Belle, influenceuse de mode, égoïste jusqu'à la moelle. À ses côtés se trouvait Gatien, son fiancé, fils d'un promoteur immobilier, le genre d'homme qui porte des pulls en cachemire sur les épaules même en été. À peine étais-je assise que le champagne a coulé à flots. Du Dom Pérignon. Je regardais les bulles monter dans la flûte, calculant mentalement. Cette bouteille coûte 300 €. C'est le prix de 2 séances de kinésithérapie respiratoire pour Malo. Alors a lancé mon père, levant son verre, le visage rougeau de satisfaction. Nous sommes réunis pour célébrer une nouvelle merveilleuse. Gatien a fait sa demande et Daphné a dit oui. Daphné a poussé un petit cri de joie théâtrale et a tendu sa main. Un diamant énorme scintillait à son doigt. C'est un quartier, a-t-elle gloussé. Gatien a un goût exquis. J'ai félicité ma sœur machinalement, sentant une nausée monter. Mais le coup de grâce est arrivé quelques minutes plus tard, entre le homard bleu et le tourne-dos Rossini. Mon père s'est raclé la gorge, adoptant son air le plus solennel et bienveillant. Bérénice et moi en avons discuté. Le mariage de notre Daphné doit être l'événement de la décennie. C'est une alliance entre 2 grandes familles. Nous ne voulons aucune limite. Il a souri à ma sœur. Ma chérie, nous t'offrons une carte blanche. J'ai débloqué 200 000 € ce matin de mon compte d'investissement principal pour commencer les préparatifs. Et s'il faut plus, il y aura plus. Nous voulons que ce soit parfait. Le monde s'est arrêté de tourner autour de moi. Le bruit des couverts sur la porcelaine fine, les rires cristallins de ma mère, tout est devenu un bourdonnement lointain. 200 000, ai-je bégayé. Ma voix était si faible que personne ne m'a entendu au début. J'ai répété, plus fort, ma voix tremblant de rage. Vous avez débloqué 200 000 €? Ce matin, la table s'est tue. Tous les regards se sont tournés vers moi. Oui, et alors, a demandé Daphné, agacée qu'on interrompe son moment de gloire. J'ai regardé mon père, les yeux brûlants. Il y a 2 semaines, tu m'as dit que tu n'avais pas de liquidité. Tu m'as dit que tu ne pouvais pas sortir 85 000 € pour sauver la vie de Malo. Et là, pour une fête, tu sors le double en un claquement de doigts? Le visage de mon père s'est fermé. Ce n'est pas la même chose, Lison. C'est le mariage de ta sœur.
C'est un événement social capital. C'est notre image qui est en jeu. L'image, ai-je presque crié, me levant de ma chaise. Malo est en train de mourir. Il a besoin de cet argent pour vivre. Et vous préférez acheter des fleurs et du champagne? Arrête de tout ramener à toi et à ton fils malade, a explosé Daphné. Tu es juste jalouse parce que je vais avoir un beau mariage et que toi, tu es seule et misérable. Ne gâche pas mon moment. Ma mère a posé sa main manucurée sur mon bras. Lison, assieds-toi. Tu fais un scandale. Les gens regardent. Nous aiderons Malo autrement, peut-être, plus tard. Mais là, c'est le moment de Daphné. J'ai regardé ces 4 personnes. Ma famille. Ils mangeaient des plats qui coûtaient plus cher que mon loyer, planifiaient une fête indécente, tout en sachant que leur petit-fils et neveu s'éteignaient faute de soins. J'ai compris à cet instant précis qu'il n'y avait pas de malentendu. Il n'y avait pas de manque d'argent. Il y avait juste un choix. Et ils avaient choisi la fête plutôt que la vie. Je me tourne vers vous, chers auditeurs. Si vous étiez assis à cette table, face à cette injustice, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous renversé la table? Auriez-vous supplié encore? Dites-le moi en commentaire. Je suis partie ce soir-là sans un mot de plus, laissant mon assiette pleine, mais avec une certitude glaciale, j'étais désormais seule au monde. L'hiver est tombé sur Toulouse avec une brutalité rare cette année-là. Le froid s'insinuait partout, surtout dans mon appartement mal isolé. Malo passait ses journées emmitouflé dans des couvertures, relié à sa machine à oxygène qui ronronnait jour et nuit, un son rythmique qui était devenu la bande-son de ma vie. Les semaines qui ont suivi le dîner de fiançailles ont été une descente aux enfers lente et douloureuse. L'état de Malo s'est dégradé plus vite que prévu. Les médecins ont commencé à parler de soins palliatifs si nous ne pouvions pas l'envoyer en Suisse avant la fin du mois. J'avais réussi à réunir 12 000 € en vendant ma voiture et quelques bijoux de famille, mais j'étais encore si loin du compte. Un mardi matin, alors que je changeais la bonbonne d'oxygène, Malo m'a regardé avec ses grands yeux cernés. « Maman, est-ce que je vais pouvoir retourner à l'école au printemps ?» a-t-il demandé d'une voix faible. J'ai dû mordre l'intérieur de ma joue pour ne pas éclater en sanglots. Bien sûr, mon chéri. On fait tout pour ça. J'ai décidé de ravaler ma fierté une dernière fois. J'ai appelé ma mère. Je ne demandais plus les 85 000 €. Je savais que c'était peine perdue. Maman, ai-je dit quand elle a décroché, le bruit de fond suggérant qu'elle était dans une boutique. J'ai besoin d'aide. Juste un peu. La facture d'électricité a explosé à cause des machines médicales, et je dois acheter des médicaments antidouleurs non remboursés pour Malo. Est-ce que tu pourrais me prêter 5 000 €? Juste pour passer l'hiver. Il y a eu un silence, puis le froissement de tissu. Oh, Lison, tu tombes vraiment mal, a soupiré ma mère. Je suis à Paris avec Daphné pour les essayages finaux. Maman, s'il te plaît. C'est 5 000 €. C'est une goutte d'eau pour vous. C'est plus compliqué que ça, a-t-elle répondu, sa voix prenant ce ton agacé qu'elle réservait aux domestiques incompétents. Daphné vient de craquer pour une robe Illy Sap absolument divine. Elle coûte 15 000 €, un peu plus que prévu, et nous avons dû verser la compte immédiatement. Je ne peux pas demander à ton père de sortir encore le chéquier aujourd'hui, il va être de mauvaise humeur. J'ai fermé les yeux, sentant les larmes couler sur mes joues. Tu es en train de me dire que la robe de Daphné est plus importante que le fait que Malo n'est pas mal? N'exagère pas, Lison. Tu dramatises toujours. Malo est malade, on le sait, mais la vie continue pour les autres. Daphné ne se marie qu'une fois. Elle mérite d'être la plus belle. Soudain, j'ai entendu la voix de Daphné en arrière-plan. Maman, c'est Lison? Passe-la moi. Le téléphone a changé de main. Lison? Dis donc, puisque tu es à Toulouse et que tu ne fais rien de tes journées à part rester assise à l'hôpital, tu pourrais me rendre un service? Je suis restée muette, choquée par l'audace. J'ai commandé des échantillons de dentelle pour les nappes chez un fournisseur à Bordeaux Rouge, pas loin de chez toi. Il ne livre pas. Tu peux aller les chercher et me les envoyer par Chronopost? C'est urgent pour le décorateur. Tu veux que je laisse mon fils mourant seul pour aller chercher tes échantillons de nappes? Ai-je demandé, ma voix blanche de rage contenue. Oh, arrête avec mourant, tu dis ça depuis des mois et il est toujours là, a ricané Daphné. Allez, sois sympa pour une fois.
Ne sois pas aigri. J'ai raccroché. J'ai jeté mon téléphone à travers la pièce. Il a rebondi sur le canapé usé. J'ai hurlé, un cri primal de frustration et de haine pure. Comment pouvait-il être aussi aveugle? Aussi cruel? Ce n'était plus de l'ignorance. C'était de la méchanceté. Ils avaient déshumanisé Malo pour ne pas avoir à se sentir coupable de leur propre égoïsme. Ce soir-là, j'ai dû choisir entre payer ma facture de chauffage ou acheter les analgésiques puissants pour Malo. J'ai choisi les médicaments. Nous avons dormi tous les deux dans le salon, sous 3 couches de couverture, grelottant dans le froid, tandis qu'à Paris, ma sœur et ma mère toastaient au champagne en admirant une robe à 15 000 € qui coûtait le prix de la dignité de ma famille. Mais je ne savais pas encore que le destin me réservait un coup encore plus cruel. Février est arrivé, gris et impitoyable. Alors que les jours raccourcissaient, la vie de Malo s'effilochait. Il ne quittait plus son lit médicalisé que j'avais installé au milieu du salon. Sa peau était devenue translucide, laissant voir le réseau fragile de ses veines bleues. Mais pendant que je veillais sur son agonie, mon téléphone vibrait sans cesse de notifications. Daphné était partie pour son enterrement de vie de jeune fille. Pas n'importe où. À Monaco. Et bien sûr, ma mère et mes tantes du côté maternel étaient de la partie. C'était un week-end entre filles, tous frais payés par mon père. Je scrollais sur Instagram, hypnotisé par l'horreur de la situation. Une photo de Daphné en bikini blanc sur le pont d'un yacht, une coupe de champagne à la main. Légende, la vie est belle. #BreedToBe, #Monaco, #Blessed. Une autre vidéo montrait ma mère en train de rire aux éclats lors d'un soin au spa de l'hôtel de Paris. Dans le silence de mon appartement, seulement troublé par le sifflement de la machine à oxygène et la toux sèche de Malo, ces images me semblaient provenir d'une autre galaxie. Une galaxie où la souffrance n'existait pas, où l'argent coulait à flot pour le plaisir, jamais pour la nécessité. Maman? La voix de Malo était un murmure à peine audible. Je me suis penchée immédiatement vers lui, lissant ses cheveux moites. Je suis là, mon chéri. Je suis là. Il a ouvert péniblement les yeux. Son regard était voilé, mais d'une lucidité effrayante. Pourquoi papy et mamie ne viennent jamais me voir? La question m'a transpercé le cœur comme une lame de glace. Que pouvais-je dire à un enfant de 7 ans? Que ses grands-parents préféraient dépenser 500 € dans un massage aux pierres chaudes plutôt que de payer un billet de train pour lui dire au revoir? Que sa tante trouvait sa maladie déprimante et mauvaise pour son karma avant le mariage? J'ai ravalé mes larmes, forçant un sourire sur mes lèvres tremblantes. J'ai caressé sa joue froide. Il t'aime très fort, Malo, ai-je menti. C'était le mensonge le plus douloureux de ma vie. Mais tu sais, ils sont très âgés. Ils ont peur des microbes de l'hôpital. Et, ils sont allés à l'église. Ils prient pour toi. Ils sont en train de faire un grand voyage pour aller prier pour ta guérison. Malo m'a regardé longuement. J'ai vu dans ses yeux qu'il ne me croyait pas. Les enfants malades développent une sagesse précoce, une capacité à voir la vérité que les adultes essaient de cacher. Il savait. Il savait qu'il avait été abandonné par le reste de la meute. C'est pas grave, maman, a-t-il chuchoté, me serrant faiblement la main. Toi, tu es là. C'est tout ce qui compte. Il a fermé les yeux, épuisé par cet échange. Je suis restée là, assise dans la pénombre, tenant sa petite main inerte. La haine a commencé à germer en moi, non plus comme une bouffée de chaleur, mais comme une racine profonde et noire. Je regardais l'écran de mon téléphone s'allumer avec une nouvelle notification. Daphné venait de poster une photo d'un plateau de fruits de mer royale. J'ai éteint le téléphone. J'ai juré ce soir-là, dans le silence de la mort qui approchait, que je ne leur pardonnerais jamais. Ils profitaient de leurs derniers instants de bonheur insouciant, car bientôt, je deviendrais leur pire cauchemar. Mais d'abord, je devais affronter l'épreuve ultime. C'est arrivé 4 jours avant le mariage. Il était 3 heures du matin. Dehors, l'orage grondait sur Toulouse, des éclairs ébraient le ciel noir, illuminant par intermittence le visage pâle de mon fils. Malo s'est réveillé en sursaut, cherchant de l'air. La machine à oxygène bipait frénétiquement. J'ai tout essayé. J'ai augmenté le débit, je l'ai pris dans mes bras pour le calmer, j'ai chanté sa chanson préférée. Mais je sentais son petit corps se relâcher. La lutte était finie.
Son cœur, fatigué de battre sans aide, fatigué d'attendre un traitement qui n'arriverait jamais, a fini par s'arrêter. Il est parti doucement, blotti contre moi. Pas de cri, juste un dernier soupir qui a emporté avec lui toute la lumière de ma vie. J'ai hurlé. J'ai hurlé si fort que la voisine du dessus est descendue en courant. Quand le médecin du SAMU a prononcé l'heure du décès, je me sentais vide. Comme si on m'avait arraché les entrailles. À 8 heures du matin, alors que les pompes funèbres emportaient le petit corps de mon fils dans un sac blanc, j'ai pris mon téléphone. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le laisser tomber. Je devais appeler mes parents. Ils devaient savoir. Même eux avaient le droit de savoir. J'ai composé le numéro de ma mère. Ça a sonné longtemps. Finalement, elle a décroché. Lisons. Sa voix était pâteuse, ensommeillée, et teintée d'irritation. Il est 8 heures du matin. On a fait la fête tard hier soir pour l'arrivée des invités au château en Provence. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris une inspiration qui m'a brûlé les poumons. Maman. Malo est mort. Il est parti cette nuit. Il y a eu un silence au bout du fil. J'attendais un cri, un sanglot, un oh mon Dieu. J'attendais une réaction humaine. Au lieu de cela, j'ai entendu un soupir. Un long soupir d'exaspération. Oh non, a-t-elle dit, mais pas avec tristesse. Avec contrariété. C'est terrible, lisons. Mais, pourquoi maintenant? C'est le pire moment possible. Je suis restée bouche bée, le téléphone collé à l'oreille. Le pire moment, ai-je répété, incrédule. Maman, mon fils est mort. Je sais, a-t-elle dit précipitamment. Mais le mariage est dans 4 jours. Daphné est déjà stressée par la météo. Si elle apprend ça, elle va avoir les yeux bouffis. Elle va être déprimée sur toutes les photos. Ça va gâcher toute l'ambiance du week-end. J'ai senti le sang quitter mon visage. Tu te soucies des photos? Tu te soucies de l'ambiance? Écoute, Lison a repris ma mère, sa voix devenant autoritaire. On ne peut rien faire pour lui maintenant, n'est-ce pas? Il est parti. Paix à son âme. Mais nous devons penser aux vivants. Je t'interdis de le dire à Daphné avant la cérémonie. On lui dira lundi, après le brunch de départ. Tu veux que je cache la mort de son neveu pour ne pas gâcher sa fête? C'est un mariage à 250 000 €, lisons. On ne peut pas le transformer en veillée funèbre à cause de cet événement malheureux. Fais-le incinérer discrètement, et ne viens pas nous embêter avec tes pleurs avant la semaine prochaine. Elle a raccroché. J'ai regardé le téléphone, l'écran noir reflétant mon visage dévasté. Il venait de franchir la ligne de non-retour. Ce n'était plus seulement de l'égoïsme. C'était monstrueux. À cet instant précis, mes parents sont morts pour moi. Ils sont morts en même temps que Malo. La douleur du deuil s'est mélangée à une rage froide, une détermination absolue. Il voulait que je sois discrète? Il voulait que je n'embête personne? Très bien. Je serais silencieuse. Mais mon silence allait leur coûter plus cher qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Je n'ai pas obéi à ma mère. Bien sûr que non. Mais je n'ai pas non plus fait de scandale immédiat. J'étais trop épuisée, trop brisée. J'ai organisé les obsèques de Malo seule, ou du moins, je le pensais. Le refus de mes parents de financer le traitement m'avait laissé sans le sou. Un enterrement digne coûte cher, et je n'avais même pas de quoi payer un cercueil correct. J'étais assise dans le bureau sordide des pompes funèbres municipales, en train de choisir l'urne la moins chère, quand la porte s'est ouverte. C'était tante Armande. La sœur aînée de mon père. Dans la famille, Armande était le mouton noir. Elle n'avait jamais épousé un homme riche, elle vivait seule avec ses chats dans un petit appartement en centre-ville et disait toujours tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Mes parents la méprisaient, la qualifiant de vulgaire et de ratée. Elle est entrée, vêtue de noir, son visage sévère adouci par une tristesse infinie. Elle ne m'a rien dit. Elle m'a juste prise dans ses bras. Une étreinte solide, qui sentait le tabac froid et la lavande. J'ai fondu en larmes contre son épaule rêche. J'ai entendu, a-t-elle dit de sa voix rocailleuse. Ton père m'a appelé pour me dire de ne pas venir, soi-disant pour ne pas alimenter ton hystérie. Quel connard.
Elle s'est tournée vers l'employé des pompes funèbres. Donnez-nous le catalogue premium. Le petit aura ce qu'il y a de mieux. Je paie. Armande, tu n'as pas l'argent? Ai-je commencé? Tais-toi. J'ai vendu mes actions Airbus ce matin. C'était pour ma maison de retraite, mais je préfère mourir sous un pont que de laisser ce petit partir comme un indigent pendant que ces vautours boivent du champagne. Grâce à Armande, Malo a eu une cérémonie digne. C'était le vendredi après-midi. Le ciel était bas et gris. Nous étions 6 dans la petite chapelle du crématorium, Armande, moi, la nounou de Malo, et 3 de mes collègues restaurateurs d'art. Pendant que le prêtre prononçait les derniers mots, je ne pouvais m'empêcher de regarder ma montre. Il était 17 heures. Je savais exactement ce qui se passait à 600 km de là, en Provence. C'était l'heure du rehearsal dîner, le dîner de répétition. Je savais que ma mère portait sa robe cocktail vert émeraude. Je savais que mon père faisait un discours émouvant sur l'amour et la famille, un verre de Saint-Émilion à la main. L'hypocrisie de la scène m'a donné la nausée. Il célébrait l'union, la création d'une nouvelle famille, alors qu'il venait d'enterrer symboliquement la leur. À la sortie du crématorium, Armande m'a tendu l'urne de Malo. Elle pesait si peu. Toute une vie, tous mes espoirs, réduits à quelques cendres dans une boîte en céramique. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Lison, m'a dit Armande en allumant une cigarette fine. Ne pleure plus pour eux. Ne les appelle plus. Ils sont morts pour toi aujourd'hui. Ils vont le payer, Armande, ai-je murmuré, serrant l'urne contre mon cœur. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Mais je te jure sur les cendres de mon fils qu'ils vont payer. Je sais, a-t-elle répondu en soufflant une volute de fumée grise vers le ciel. Et je serai là pour voir ça. La patience est l'arme des pauvres, ma fille. Attends ton heure. Le karma est une garce, mais parfois, il a besoin d'un petit coup de pouce. Je suis rentrée chez moi, seule. J'ai posé l'urne sur la petite table de chevet où Malo posait ses Legos. L'appartement était terriblement silencieux sans le bruit de la machine à oxygène. C'est dans ce silence que mon plan a commencé à germer. Il pensait que mon silence était de la soumission. Il ne savait pas que j'étais en train d'aiguiser un couteau invisible. Le lendemain, samedi, jour du mariage. Je ne me suis pas levée de mon canapé. J'ai allumé mon ordinateur portable. Daphné, dans son narcissisme absolu, avait mis en place un lien de streaming en direct pour les amis qui n'avaient pas pu faire le déplacement à cause de la limitation des places. Quelle ironie! Je n'étais pas invitée non pas par manque de place, mais parce que j'étais une tache sombre sur leur tableau parfait. J'ai regardé. C'était masochiste, je le sais. Mais j'avais besoin de voir. J'avais besoin de quantifier leur trahison. La cérémonie se déroulait dans les jardins d'un château du XVIIe siècle en Provence. Les allées étaient bordées de milliers de roses blanches. Daphné avançait vers l'autel au bras de mon père. Elle portait la fameuse robe Ilisap à 15 000 €. Elle était belle, je ne peux pas le nier. Mais pour moi, elle était couverte de sang. J'ai ouvert un fichier Excel sur mon ordinateur. J'ai commencé à noter. J'avais piraté la boîte mail de ma mère quelques mois plus tôt où le mot de passe était ridiculement simple, le nom de son chien suivi de sa date de naissance. J'avais accès à tous les devis, toutes les factures. Fleuriste, 22 000 €. Équivalent, 3 mois de traitement intensif en Suisse. Traiteur, le nôtre, 45 000 €. Équivalent, 6 mois d'hospitalisation à domicile avec soins palliatifs de confort. Location du château, 30 000 €. Équivalent, le prix des injections qui auraient pu stopper la dégénérescence des poumons de Malo. Feu d'artifice privé, 8 000 €. Équivalent, le prix du cercueil en chêne massif que je n'avais pas pu offrir à mon fils. J'ai continué ainsi pendant des heures. Le groupe de jazz, les cadeaux aux invités, les 20 millésimés, Château Margaux 2005, la pièce montée monumentale de cet étage. Le total s'affichait en bas de ma colonne Excel, 253 450 €. 3 fois la somme dont j'avais besoin. 3 fois la vie de mon fils. Sur l'écran, je voyais mes parents rire, danser, porter des toasts. Ils semblaient si légers, libérés du fardeau d'avoir un petit-fils malade. Ils avaient effacé Malo de leur réalité. Pour eux, c'était un jour de triomphe social.
Une colère froide, mécanique, a remplacé mes larmes. Ce n'était plus de la tristesse. C'était de la comptabilité. Ils avaient contracté une dette. Pas une dette d'argent, mais une dette morale, une dette de sang. Et comme mon père, le grand notaire, aimait à le dire, tout se paie un jour ou l'autre. J'ai sauvegardé le fichier sous le nom Le Prix de Malo. J'ai fermé l'ordinateur. Je me suis levée, je me suis douchée, j'ai mangé pour la première fois en 2 jours. J'ai regardé l'urne de Malo et j'ai dit à voix haute, « Repose-toi, mon ange. Maman s'occupe de tout. Ça prendra du temps, mais je vais tout leur reprendre. Avec les intérêts. » Je ne savais pas encore que le destin allait m'offrir l'opportunité parfaite 4 ans plus tard. Une opportunité si symétrique qu'elle en paraîtrait divine. Les 4 années qui ont suivi ont été une période de reconstruction brutale. J'ai coupé tout contact. J'ai changé de numéro de téléphone, j'ai déménagé dans une petite ferme à rénover à 50 km de Toulouse. J'ai bloqué toute ma famille sur les réseaux sociaux, sauf tante Armande, qui était devenue mon unique lien avec mon passé. J'ai canalisé ma rage dans mon travail. La restauration d'art demande une patience infinie et une précision chirurgicale, 2 qualités que le deuil avait affûtées chez moi. J'ai travaillé comme une forcenée. J'ai commencé à me faire un nom. Un jour, un conservateur du musée du Louvre a remarqué mon travail sur une commode boule du XVIIIe siècle. Les contrats ont commencé à affluer. L'argent est rentré. Beaucoup d'argent. Mais je ne changeais rien à mon mode de vie austère. J'économisais. J'investissais. Je rachetais ma ferme, je la rénovais moi-même. Je suis devenue une femme forte, respectée, mais solitaire. Mon cœur était une forteresse dont le pont-levis était relevé. Pendant ce temps, à Bordeaux, le vernis commençait à craquer. Armande me tenait au courant lors de nos déjeuners mensuels. « Ton père a perdu la tête », m'a-t-elle dit un jour en coupant son steak tartare. Il a voulu jouer aux investisseurs avec l'argent de ses clients. Le vieux démon de l'avidité. Il s'est avéré que Rodolphe, mon père, avait monté un système complexe de cavalerie financière pour maintenir leur train de vie luxueux et payer les caprices constants de Daphné. Il piochait dans les comptes séquestres de l'étude notariale, un crime impardonnable pour un notaire. Puis, le scandale a éclaté. Un promoteur immobilier a réclamé ses fonds. Le trou dans la caisse a été découvert. Rodolphe a été radié de l'ordre des notaires. Ses comptes ont été gelés. L'étude a été fermée. La honte s'est abattue sur la famille comme une guillotine. Quant à Daphné, le karma n'avait pas oublié son adresse. Son mariage parfait à 250 000 € avait duré 2 ans. Gatien, son mari, s'était révélé être un joueur compulsif qui avait dilapidé sa propre fortune dans les crypto-monnaies avant de tromper Daphné avec la nounou. Ils ont divorcé. Daphné, sans métier, sans diplôme, habituée au luxe, s'est retrouvée à la rue avec un enfant en bas âge et enceinte du 2e, obligée de retourner vivre chez papa-maman, juste au moment où papa et maman perdaient tout. Un matin de novembre, 4 ans après la mort de Malo, j'ai reçu un appel d'Armande. « Ils ont trouvé ton adresse, Lison, m'a-t-elle prévenu, la voix grave. Ils arrivent. Ils sont désespérés. Rodolphe risque la prison ferme s'il ne rembourse pas une somme spécifique avant la fin du mois pour un accord à l'amiable. »« Combien ?» ai-je demandé, regardant par la fenêtre de ma ferme restaurée, où les vignes viraient au rouge automnal. « 90 000 €. C'est ce qu'il manque pour éviter le procès pénal immédiat. » J'ai éclaté de rire. Un rire sans joie, sec comme du bois mort. 90 000 €. C'est presque poétique, n'est-ce pas Armande ? C'est exactement ce que je me suis dit, a répondu ma tante. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais les recevoir, ai-je dit. Prépare-toi, Armande. J'ai besoin de toi comme témoin. Le spectacle va commencer. J'ai raccroché. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. Je n'étais plus la fille éplorée en pull trop grand. Je portais un tailleur en soie, mes cheveux étaient impeccablement coiffés. J'étais prête. Le moment de la reddition des comptes était arrivé. Ils sont arrivés en début d'après-midi. La Mercedes de mon père n'était plus rutilante, elle était sale, et j'ai remarqué une éraflure sur l'aile qu'il n'avait pas fait réparer. Un signe évident de déchéance pour un homme qui astiquait sa voiture tous les dimanches.
Quand j'ai ouvert la porte massive en chêne de ma ferme, j'ai vu le choc dans leurs yeux. Ils s'attendaient sans doute à me trouver dans une caravane ou un HLM. Au lieu de cela, ils découvraient une propriété magnifique, restaurée avec un goût exquis, témoignant d'une réussite financière indéniable. Mon père, Rodolphe, avait vieilli de 10 ans. Il était voûté, son teint était grisâtre. Ma mère, Bérénice, portait toujours ses bijoux, mais son visage était ravagé par l'inquiétude. Et Daphné? Daphné était là, le ventre rond de sa deuxième grossesse, tenant la main d'un petit garçon de 3 ans. Elle avait l'air épuisée, son maquillage mal fait ne cachant pas ses cernes. Lison, a dit ma mère, tentant un sourire qui ressemblait à une grimace. Quelle maison magnifique! Nous ne savions pas que tu avais si bien réussi. Entrez, ai-je dit froidement, sans répondre au compliment. Mais laissez vos chaussures à l'entrée. Le parquet est un point de Hongrie d'époque, je viens de le cirer. Ils ont obéi docilement, comme des enfants punis. Je les ai conduits dans le grand salon où tante Armande était déjà assise, un verre de cognac à la main, les observant comme des insectes sous un microscope. Armande, a grogné mon père. Je ne savais pas que tu serais là. Je ne raterai ça pour rien au monde, mon frère, a-t-elle répondu avec un sourire carnassier. Ils se sont assis sur le bord du canapé en lin blanc. J'ai servi le thé dans un service en porcelaine de Sèvres. J'ai vu Daphné lorgner sur la théière, estimant son prix. Alors, ai-je commencé, m'asseyant dans un fauteuil face à eux, croisant les jambes. Armande m'a dit que vous aviez des ennuis. De gros ennuis. Mon père s'est raclé la gorge. L'humiliation irradiait de lui. C'est une situation temporaire. Un malentendu administratif. Mais les conséquences pourraient être fâcheuses. J'ai besoin de liquidités rapidement pour régler une caution et éviter une procédure injuste. Combien? Ai-je demandé, savourant chaque seconde. 90 000 €, a murmuré ma mère. Elle a joint les mains, ses yeux se remplissant de larmes. Lison, s'il ne paie pas d'ici vendredi, ils vont l'envoyer en détention provisoire. Ton père, en prison. À son âge. Il ne survivra pas. C'est une question de vie ou de mort. J'ai posé ma tasse doucement. Le tintement de la porcelaine a résonné dans le silence. Une question de vie ou de mort, ai-je répété lentement. C'est drôle que tu utilises cette expression, maman. Ça me rappelle quelque chose. S'il te plaît, Lison, a pleurniché Daphné. On est au bout du rouleau. On va perdre la maison de Bordeaux. Je suis enceinte, je ne peux pas me retrouver à la rue avec les enfants. On est ta famille. Le sang est plus important que tout, non? J'ai regardé ma sœur. Cette femme qui m'avait demandé d'aller chercher ses échantillons de dentelle pendant que mon fils mourait. Le sang, ai-je dit. Oui, parlons du sang. Je me suis levée et je suis allée vers mon bureau. J'ai pris une télécommande. Avant de discuter argent, j'ai une petite présentation à vous montrer. Une présentation? A demandé mon père, confus. Oui. Appelez ça l'audit de vos comptes moraux. J'ai appuyé sur le bouton. L'écran géant au-dessus de la cheminée s'est allumé. La première image qui est apparue était celle de Malo, intubé 2 jours avant sa mort. Un silence de mort est tombé sur la pièce. Ma mère a porté la main à sa bouche. Daphné a détourné le regard. Regardez-le, ai-je ordonné, ma voix claquant comme un fouet. Regardez-le. Ils ont sursauté et ont fixé l'écran. Voici Malo, ai-je continué. Il avait besoin de 85 000 €. Vous m'avez dit que c'était impossible. Que l'argent était bloqué. J'ai cliqué sur la télécommande. La diapositive suivante est apparue. C'était une photo du mariage de Daphné. Le gâteau monumental de cet étage. Voici votre gâteau. 8 000 €. C'était le prix de l'oxygène pour 6 mois. Clique les fleurs. Une arche de roses blanches somptueuse. 22 000 € de fleurs. Elles ont fané en 24 heures. C'était 3 mois de traitement à Zurich. Clique la robe de Daphné. 15 000 €. C'était le prix de la dignité de ma famille. J'ai fait défiler les factures, les unes après les autres, juxtaposées aux photos de l'agonie de mon fils. C'était brutal.
C'était cruel. C'était nécessaire. Au total, ai-je dit en me tournant vers eux, vous avez dépensé 253 450 € pour une fête. Une fête pour un mariage qui a duré 2 ans. Et vous avez laissé mon fils mourir pour économiser un tiers de cette somme. C'était pas pareil, a crié Daphné, les larmes coulant sur son visage maquillé. On ne savait pas qu'il allait mourir. Tu es obsédé par ça. Arrête de nous torturer. Owen ne savait pas, ai-je hurlé, perdant mon calme pour la première fois. J'ai attrapé le dossier médical de Malo qui était prêt sur la table et je l'ai jeté à travers la pièce. Les feuilles se sont éparpillées partout. Les médecins vous l'ont dit. Je vous l'ai dit. Vous saviez. Vous avez juste choisi de l'ignorer parce que ça gâchait votre ambiance. Mon père tremblait. Il pleurait silencieusement, ses larmes creusant des sillons dans ses joues grises. Il ne pouvait pas nier les chiffres. Il était notaire, après tout. Les preuves étaient là, irréfutables. Je vous ai supplié, ai-je dit, ma voix redescendant à un murmure dangereux. J'étais à genoux dans votre salon. Et vous m'avez parlé de vos investissements immobiliers. Et maintenant vous venez chez moi, dans ma maison, et vous osez me parler de famille? De sang? On a fait une erreur, a balbutié ma mère. Une terrible erreur. On s'en veut tous les jours, lisons. On ne pensait pas. Vous ne pensiez pas à lui, ai-je coupé. Vous pensiez à vous. Comme toujours. J'ai éteint l'écran. La pièce est retombée dans la pénombre. J'ai les 90 000 €, ai-je annoncé. Leurs têtes se sont relevées instantanément. L'espoir, vil et pathétique, a brillé dans leurs yeux. C'était dégoûtant à voir. Même après tout ce que je venais de leur dire, l'argent restait leur seule boussole. Je peux faire le chèque tout de suite, ai-je continué. Je peux sauver papa de la prison. Je peux sauver la maison de Bordeaux pour que Daphné et ses enfants aient un toit. Oh, lisons, merci, a sangloté ma mère, s'apprêtant à se lever pour me serrer dans ses bras. Assis, ai-je aboyé. Je n'ai pas fini. Je suis retourné à mon bureau et j'ai pris un document papier préparé par mon propre avocat. Il y a des conditions. 2 conditions, pour être exact. Et elles ne sont pas négociables. Tout ce que tu veux, a dit mon père précipitamment. Je te rembourserai avec intérêt dès que l'affaire sera classée. Je ne veux pas de ton argent sale, ai-je répondu avec dégoût. Je veux quelque chose qui a beaucoup plus de valeur pour vous. Je suis arrivé au moment charnière. Cher auditeur, avant que je ne leur donne le coup de grâce, dites-moi, auriez-vous donné l'argent? Auriez-vous laissé votre père aller en prison? Répondez honnêtement en commentaire. J'ai posé le document devant eux sur la table basse. Condition numéro 1, ai-je dit. Vous devez signer cet aveu. Ils se sont penchés pour lire. C'était un paragraphe simple, mais dévastateur. Nous, Rodolphe et Bérénice X, reconnaissons par la présente avoir sciemment refusé de prêter 85 000 € pour le traitement vital de notre petit-fils Malo, entraînant son décès, afin de conserver ces fonds pour financer le mariage de notre fille Daphné pour un montant de 253 000 €. Nous reconnaissons avoir privilégié le luxe à la vie humaine. On ne peut pas signer ça, s'est exclamé mon père, horrifié. Si ça se sait, notre réputation, nos amis. C'est pour mes archives personnelles, ai-je menti doucement. J'ai besoin de savoir que vous reconnaissez la vérité. Que vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Ils ont échangé des regards paniqués. La prison ou la honte? Et la deuxième condition, a demandé Daphné, méfiante. Une fois que vous avez le chèque, vous sortez de ma vie. Définitivement. Plus d'appels, plus de visites, plus de cartes de Noël hypocrites. Je ne suis plus votre fille. Je ne suis plus ta sœur. Pour le monde, nous sommes des étrangers. Si vous essayez de me contacter, je considérerai les 90 000 € comme une dette commerciale avec un taux d'intérêt de 20% applicable immédiatement. C'est tout écrit là. Tu nous renies, a pleuré ma mère. Vous m'avez renié le jour où vous avez laissé Malo mourir, ai-je répondu froidement. Signez, ou partez. La police vient arrêter papa demain matin, c'est ça? Mon père a pris le stylo. Sa main tremblait tellement qu'il a dû la tenir avec l'autre main. Il a regardé ma mère. Elle a hoché la tête, vaincue.
La peur de la cellule de prison, de la promiscuité, de la perte de tout confort matériel était plus forte que leur fierté. Il a signé. Ma mère a signé en pleurant. Daphné a signé avec rage, griffant le papier. J'ai vérifié les signatures. Tante Armande a apposé la sienne comme témoin, avec un grand sourire satisfait. J'ai sorti mon chéquier. J'ai rempli le montant, 90 000 euros. J'ai signé. J'ai détaché le chèque. Le bruit du papier déchiré a résonné comme un coup de feu dans le silence. J'ai tendu le chèque à mon père. Il a pris comme si c'était le Saint Graal. Maintenant, sortez, ai-je dit. Et ne revenez jamais. Ils se sont levés péniblement. Ils ressemblaient à des spectres. Ils avaient l'argent, ils étaient sauvés de la ruine immédiate, mais ils avaient perdu quelque chose de bien plus précieux, leur âme, si tant est qu'il leur en restait une. Ils ont marché vers la porte sans se retourner. Daphné traînait les pieds. Ma mère s'appuyait sur mon père. Quand la porte s'est refermée sur eux, je me suis effondrée sur le canapé. Non pas de tristesse, mais de soulagement. L'air semblait soudain plus pur dans la maison. C'est fait, a dit Armande en finissant son cognac. Tu as été grandiose, ma petite. Mais, tu vas vraiment garder ce papier pour toi? J'ai regardé le document signé, l'aveu de leur culpabilité. J'ai souri à ma tante. Armande, tu me connais mal. Je suis restauratrice d'art. Mon travail consiste à mettre la vérité en lumière, à enlever les couches de vernis mensonger. Je me suis dirigée vers mon scanner. Je n'ai pas attendu le lendemain. Le soir même, j'ai scanné l'aveu signé. J'y ai joint le fichier Excel des dépenses du mariage et le certificat de décès de Malo. J'ai composé un email. Dans le champ des destinataires, je n'ai pas lésiné. J'ai mis la chambre des notaires de Gironde. J'ai mis le journal local Sud-Ouest. J'ai mis le prêtre de leur paroisse UP. J'ai mis le président du club de golf de mon père. J'ai mis tous leurs amis de la haute société bordelaise dont j'avais les contacts. L'objet du mail était simple, la vérité sur la famille X, pourquoi nous avons choisi un mariage plutôt qu'une vie. J'ai cliqué sur envoyer. Le chèque de 90 000 euros a été encaissé le lendemain. Mon père a évité la prison. Ils ont gardé leur maison pour quelques mois de plus. Mais leur vie sociale, elle, a été anéantie instantanément. L'email est devenu viral dans leur cercle. La petite bourgeoisie de province adore les scandales, et celui-ci était croustillant à souhait. Les gens ont été horrifiés. Pas par la fraude financière de mon père, ça, ils pouvaient presque le pardonner, mais par la cruauté envers un enfant malade. C'était la ligne rouge. Leur téléphone a cessé de sonner. Les invitations ont disparu. Au club de golf, les gens changeaient de table quand mon père arrivait. À l'église, le banc autour d'eux restait vide. Ils sont devenus des parias. Des fantômes errant dans une ville qui les méprisait. 6 mois plus tard, ils ont dû vendre la maison de Bordeaux. Non pas pour payer des dettes, mais parce qu'ils ne supportaient plus les regards des voisins. Ils ont déménagé dans un petit appartement anonyme dans une autre région. Daphné a dû trouver un travail de vendeuse pour survivre. Quant à moi, je n'ai plus jamais entendu parler d'eux directement. Je sais tout cela grâce à Armande, qui jubile à chaque nouvelle information. Le jour où j'ai appris qu'ils avaient quitté Bordeaux, je suis allée au cimetière. J'ai posé un bouquet de roses blanches sur la petite plaque de Malo, des roses bien plus belles que celles du mariage de ma sœur. Je me suis assise sur le banc de pierre. Le soleil chauffait mon visage. Pour la première fois depuis 4 ans, je ne ressentais plus cette boule de haine dans mon ventre. Elle s'était dissoute. J'avais rendu justice à mon fils. J'avais exposé les monstres à la lumière du jour. Certains diront que j'ai été cruelle. Que j'aurais dû pardonner. Que la famille est sacrée. Mais je vous le dis, la famille, ce n'est pas l'ADN. La famille, ce sont les gens qui vous tiennent la main quand vous avez peur. Ce sont les gens qui vendraient leur chemise pour vous sauver. Mes parents n'étaient pas ma famille. Ils étaient juste mes géniteurs. J'ai payé 90 000 euros pour ma liberté. C'était cher, mais c'était le meilleur investissement de ma vie. Aujourd'hui, je suis libre. Je vis pour moi, et pour la mémoire de Malo. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place?
Est-ce que ma vengeance était juste, ou suis-je allé trop loin? Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires de justice et partagez-la. Peut-être qu'elle aidera quelqu'un d'autre à ouvrir les yeux sur une famille toxique. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de ceux que vous aimez, vraiment. Au revoir.